Salut salut! Aujourd'hui on va parler des premiers coups de cœur de la rentrée littéraire puisque vous le savez sûrement en ce moment il y a beaucoup de sorties en librairie, c'est la période la plus productive de l'année. Donc ça peut être un petit peu compliqué de se repérer dans toutes les nouveautés. J'ai sélectionné une dizaine de livres que j'ai lus entre cet été et maintenant et que j'ai adoré. J'ai fait une petite pile, donc elle sera ni par ordre chronologique, ni par ordre de préférence. Et je vais les prendre un petit peu au hasard parce que j'ai un gros challenge. Il faut que j'essaye de ne pas trop m'étendre sur chaque livre pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, pas trop anticiper, mais essayer d'aller vite. Je vais les prendre au hasard dans la pile et voilà, on va voir ce qui vient. Ce sera peut-être des résumés tronqués, j'oublierai peut-être des choses, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ok, le premier. Le premier, c'est un gros pavé. Le premier, c'est celui-ci, Dear Babylon de Safiya Sinclair. C'est une autobiographie et un gros bébé, hein, comme vous pouvez le voir. Mais celui-là, je l'ai vraiment dévoré en 2-3 jours tellement il m'a passionnée. C'est un livre qui parle donc de la vie de Safiya Sinclair, de sa naissance jusqu'à sa vie de jeune adulte, lorsqu'elle est devenue poétesse reconnue. Et son parcours a été vraiment jonché d'épreuves, ça a été très difficile pour elle. Elle est née en Jamaïque, dans une famille Rastafari, donc ses deux parents faisaient partie du mouvement Rasta. Et moi, c'est un mouvement que j'ai vraiment découvert en profondeur grâce à ce livre parce que je n'en connaissais quasiment rien. J'avais que des clichés en tête, le pétard, la musique reggae, et puis c'est à peu près tout. Et vraiment, ça m'a immergée dans cette culture qui n'était pas du tout ce que je croyais. Je pensais en fait que les Rastafari en Jamaïque étaient bien intégrés déjà, et en fait c'était pas du tout le cas. C'était une population opprimée, dénigrée, moquée. Enfin bref, c'était très compliqué. Safiya Sinclair, elle a vécu dans la misère une bonne partie de sa vie. Ses parents n'avaient jamais d'argent, ils ont passé leur temps à déménager. Enfin voilà, une situation vraiment complexe. Et en plus de ça, son père a petit à petit glissé vers un autoritarisme très prononcé, de plus en plus de misogynie, des contraintes de vie qu'il obligeait sa femme et ses enfants à respecter, vraiment très 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 oppressante, notamment pour les filles, hein, évidemment, parce que il était obsédé par la pureté de ses enfants, de ses filles, le fait qu'elle garde une livity intacte. Livity, du coup, ça doit être une espèce de terme pour pureté. Et en fait, il tournait complètement zinzin avec cette histoire, il devenait de plus en plus violent, enfin bref, l'ambiance à la maison était absolument insupportable. Et du coup, il y a des passages qui sont très difficiles à lire dans ce livre, qui sont un peu crève-cœur, parce que la violence domestique, elle connaît par cœur, hein, Safiya Sinclair. Elle en a beaucoup vécu, elle en a beaucoup souffert. Et en fait, c'est une espèce de récit d'une descente aux enfers familiale, notamment. Même si sa mère a toujours essayé de prodiguer énormément d'amour à ses enfants, d'essayer de les protéger, elle n'a pas su se tenir face à son père, elle a pas su faire face. Et voilà, ça aurait pu très très mal se terminer pour elle. Mais heureusement, comme elle l'explique, elle a été sauvée par la découverte de la poésie et de la littérature. Et c'est en écrivant de la poésie, en trouvant un échappatoire, en s'exprimant de cette manière, qu'elle a pu en fait échapper à un destin complètement catastrophique et morbide et tirer son épingle du jeu. Safiya Sinclair, elle a une force de caractère incroyable. Enfin vraiment, c'est un parcours et une vie, ouais, c'est incroyable. Je sais pas trop comment dire d'autre. Comment dire d'autre? Ça ne veut rien dire. Oui, je suis un peu fatiguée, c'est pas grave. Mais bref, voilà, je m'étends pas plus sur le sujet. Lisez-le, c'est formidable. Ça vous donne vraiment envie de lire ce qu'elle a fait, ces autres recueils de poésie, parce que quand on sait l'importance qu'a eu l'écriture dans sa vie et à quel point ça a été salvateur et à quel point ça l'a empêché de mourir, en fait, enfin, vraiment littéralement, c'est fascinant. Et vous en apprenez énormément sur le contexte culturel et historique de la Jamaïque. Ça balaye des clichés, ça vous remet vraiment les pendules à l'heure sur certains sujets, la colonisation par exemple. Bref, on s'arrête là, c'est formidable, lisez-le. Deuxième, on prend au hasard. Alors, celui-ci, c'est un roman découpé en plusieurs chapitres et chaque chapitre va nous parler d'un personnage féminin qui a vécu dans un pays et à une époque différente.
Et Cristina Comencini, en fait, pour introduire ces histoires ce sont des héroïnes à chaque fois, ces histoires de femmes, elle prend un biais assez poétique. J'ai beaucoup aimé la façon d'introduire ça. Elle explique que parfois, elle a des sortes d'absences, en fait. C'est comme une espèce d'amnésie, un trou noir, elle sait pas trop. Et pendant ce temps-là, son esprit vagabonde, voilà, part ailleurs, et c'est une autre personne qui la remplace. Et donc, elle va nous raconter 4 fois où elle a vécu ce phénomène, et 4 fois où des personnages féminins l'ont remplacée. Ces 4 personnages, alors il va y avoir une courtisane de luxe fin 19e siècle à Paris, qui va voir sous ses yeux se dérouler les événements politiques de la commune, et elle vit avec une autre jeune femme qui, elle, va vraiment prendre fait et cause pour cette révolution et s'engager, et elle va devoir décider si elle le fait ou pas, et ça va complètement chambouler ses habitudes. On suit une autre femme juste avant la Révolution d'Octobre qui rêve de devenir actrice, mais qui par la force des choses va être obligée de revoir totalement ses plans de vie, puisque ça ne sera plus possible. Elle sera pareil, un peu ballottée entre les événements historiques qui se déroulent, qui sont assez bouleversants, et son amour pour 2 hommes qui vont, eux, prendre beaucoup de place dans leur vie artistique et militante, et qui finalement lui en laisseront pas énormément. Enfin, vous voyez un petit peu ces 4 histoires où à chaque fois la petite histoire rencontre la grande, les destins individuels vont se retrouver forcément chamboulés par tout un tas d'événements extérieurs qui arrivent et qui vont énormément changer leur vie. Donc c'est chouette si vous aimez les récits historiques, parce que c'est bien documenté, à chaque fois on a des éléments de contexte, et c'est chouette aussi justement si vous aimez bien les histoires de destin contrariés et de vie qu'on est obligé de réinventer parce que rien ne se passe comme prévu. Hop. Ensuite, les adversaires chez Phébus. Alors ça, c'est une histoire que j'ai trouvée absolument truculente. C'est un régal de sombre et de grotesque. On va suivre une histoire de trahison, de vengeance et de haine entre un frère et une sœur sur l'île de Terre-Neuve au 19e siècle. Le frère, c'est lui qui a hérité de la fortune familiale de son père, donc qui était un homme d'affaires, un grand négociateur, un grand commerçant, qui a su monter une entreprise familiale florissante, et donc à sa mort, son fils, l'entreprise revient à son fils. Sauf que c'est un crétin fini qui est paresseux, qui déteste travailler, qui ne pense qu'à aller à la taverne pour boire, déclencher des bagarres, rencontrer des femmes. Enfin, vraiment, c'est le naze absolu. Et c'est à lui que revient toute la fortune. Et donc sa sœur, qui est l'aînée, elle a les boules, et on le comprend. Et donc elle, qui est absolument tout le contraire de son frère, qui est rusée, qui est fine, intelligente, stratège, qui manie les chiffres à la perfection, elle va décider de se venger et de prendre le contrôle commercial de la côte et de mettre son frère à genoux. Les deux vont passer leur temps à se chamailler, à se mettre des bâtons dans les roues, et les choses vont prendre de plus en plus d'ampleur, et ça va devenir de plus en plus violent et de plus en plus n'importe quoi, si bien que ça va mettre l'île de Terre-Neuve à feu et à sang, et que en fait tout le village va faire les frais de cette querelle. C'est vraiment savoureux parce que les deux ont des caractères très différents et donc ont des méthodes très différentes aussi. On a vraiment, enfin c'est le jour et la nuit, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est cette haine qu'ils nourrissent. J'ai vraiment beaucoup aimé les passages où la veuve, donc la sœur, parle avec n'importe quel interlocuteur qui a un petit peu d'esprit comme elle, parce que les dialogues sont vraiment, c'est bien écrit, c'est un ping-pong de répliques érudites, éloquentes, enfin c'est vraiment, enfin érudite non pas forcément, éloquente, mais c'est un régal, enfin, vraiment, ça je vous le conseille, on passe un très bon moment en fait on est très content de pas être à leur place, et nous on ricane et on se réjouit, mais parfois on tremble un petit peu aussi de ce qui va leur arriver. Bref, fin pour ce livre. Ensuite, allez, au hasard. Alors, Le ventre de la forêt chez Cambourakis, c'est Marie-Hélène Poitras, c'est une autrice québécoise. Et alors moi je sais pas si c'est vraiment un hasard total ou si vraiment les Québécois sont magiques, mais à chaque fois que je lis un auteur ou une autrice québécoise, c'est toujours extraordinaire. Enfin,
Vraiment, à chaque fois, je sais pas, je tombe sur des textes complètement fous. Je trouve ça hyper bien écrit, hyper poétique, très prenant. Ils ont un truc, quoi. Ils ont un truc. De celui-ci, j'ai beaucoup aimé déjà l'ambiance parce que ça fait vraiment penser à un conte cruel en fait, pas un conte pour enfants, quoi, un conte cruel pour adultes, mais qui va beaucoup s'inspirer dans de comptines, de contes, de petites histoires. Vous savez que les enfants, on imagine des enfants chanter ça en jouant à la corde à sauter ou sur la place du village en tenant des petits conciliabules de gamins. Et en fait, ce que ces comptines racontent, bah, souvent c'est des histoires soit assez violentes, soit assez malsaines, glauques, un peu tragiques, d'amour très contrarié, voire violent. Enfin, vous voyez un petit peu cette ambiance faussement enfantine, quoi. Et ça nous raconte une histoire qui est intemporelle, qui dure depuis la nuit des temps presque, qui se répète sans arrêt, l'histoire d'hommes puissants, de petits seigneurs sur leur terre, dans leur domaine, qui se croient tout permis, qui règnent sur leur monde comme des petits tyrans, et qui veulent à tout prix assouvir leurs désirs de gré ou de force en faisant fi du désir des femmes autour d'eux. C'est un peu le grand résumé si je veux aller vite. On suit un homme qui s'appelle le père Berthoumieux, je crois, qui vit dans un manoir et qui élève du bétail, il me semble. Son père avant lui vivait dans le même manoir et élevait, je sais plus, des oies. Et le père avant lui vivait dans le même manoir et élevait des moutons. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Et ce père Berthoumieux, sa femme est décédée, on sait pas trop, ah, vous avez un petit bruit de moto, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais bon, ça a pas l'air non plus de le gêner plus que ça. Et il se dit que ce serait bien quand même qu'il y ait de la chair fraîche dans ce manoir, qu'il y ait une jeune fille, voilà, pour avoir une présence féminine, ça lui serait bien agréable. Et quelle coïncidence, il reçoit une candidature d'une certaine Aliénor, qui est une agricultrice, éleveuse, botaniste, femme à tout faire, qui lui promet de faire fleurir son affaire en échange d'un toit au-dessus de la tête, d'un repas et de la promesse de ne pas la toucher quand elle dort. Alors le père Berthoumieux se frotte les mains, il se dit super, non seulement je vais la faire venir, mais je vais me la faire, en gros. Sauf que il sait pas du tout à qui il a affaire, et cette Aliénor qui arrive dans son domaine un matin, c'est une petite flamme, c'est une petite bombe qui est là pour mettre fin à un règne et tout faire péter, en gros. Ça a un côté assez mystérieux. On apprend petit à petit les méfaits de ces pères Berthoumieux, père et fils, de génération en génération, qui ont utilisé les femmes comme ça leur chantait, qui ont abandonné des tas d'enfants dans les bois, parce qu'en fait ils voulaient pas s'en encombrer, ils en avaient rien à fiche. Et en fait il y a vraiment une espèce de truc de... La roue tourne, voilà, la roue tourne, le destin à un moment va finir par les écrabouiller et s'abattre sur eux, et c'est Aliénor qui en est l'annonciatrice. Voilà pour l'ambiance, j'ai vraiment beaucoup aimé la poésie de ce texte. L'écriture, elle est vraiment pleine et entière, quoi. Elle est gourmande, elle est charnelle, c'est une écriture qui est hyper chargée, où on va vraiment solliciter les cinq sens. Il y a un côté très sensuel dans cette écriture que j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Ensuite, ah ça c'est trop marrant, Les enfants de Sainte Marguerite, c'est de Ante Tomic, que j'avais déjà découvert avec, comment ça s'appelait, son dernier, Les hommes... je sais plus, un truc d'homme et de moustache. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-on être un homme sans moustache ou je sais pas quoi, bref. C'est aux éditions Noir sur Blanc, c'est traduit du croate. Et moi, cet auteur, il me fait trop rire. Vraiment, j'adore les ambiances qu'il dépeint. Ça me fait vraiment penser, peut-être le raccourci est un peu cliché, mais en même temps, ça me fait vraiment penser à ça, au film d'Emir Kusturica, avec des personnages qui sont complètement déjantés, qui font n'importe quoi, des ambiances de village aussi, où à la fois c'est la fête tout le temps, les gens passent leur temps à aller boire des coups, je sais pas, à faire des fiestas, à célébrer des trucs, à s'engueuler aussi, à répandre des rumeurs. Il y a vraiment un côté
un peu huis clos villageois où tout le monde connaît tout le monde et tout le monde balance des trucs sur tout le monde, à la fois de façon un peu commère, pas très sympa, mais en même temps ils sont jamais méchants, c'est jamais non plus de la cruauté ou de la malveillance, ça peut être juste de la bêtise ou de l'ignorance ou juste l'envie de bavarder parce qu'il faut faire passer le temps. Enfin voilà, c'est hyper festif, c'est hyper drôle. Et dans celui-là, on va croiser tout un tas de personnages avant et pendant une grande fête, donc le fête de la Saint-Marguerite, qui célèbre une sainte en lien avec la fertilité, la maternité, les enfants, etc. Et donc dans ce village, alors ça se passe dans une île, je sais plus où, dans ce village arrivent des couples régulièrement pour la Sainte Marguerite qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui viennent donc prier la Sainte et espérer un petit miracle. Et d'ailleurs, la Sainte Marguerite a déjà produit énormément de miracles, donc sa réputation n'est plus à faire. Et donc on va suivre les préparatifs de cette fête avec les couples qui arrivent dans l'espoir de fonder une famille, les villageois qui se préparent, qui montent des stands, qui espèrent monter une petite affaire, les jeunes gens, tout émoustillés par l'espèce d'ambiance comme ça, un peu sensuelle et électrique, puisqu'on célèbre quand même la fertilité pendant cette fête. Voilà, il va se passer plein de petites péripéties chez les uns et les autres. Et dans ce gros bazar va arriver un réfugié qui a failli se noyer en mer. Me demandez plus où ou quoi, je sais plus où est-ce qu'il allait, mais bref, qui va atterrir là-bas un petit peu par hasard et qui va découvrir, et on va découvrir aussi par ses yeux à lui ce drôle de microcosme. Bref, c'est super marrant, super divertissant, moi j'aime beaucoup, et ça me sauve quand on me demande un livre drôle en librairie, parce que c'est souvent une demande qu'on a, un livre drôle, et alors moi souvent je bloque, donc Ante Tomic me sauve à chaque fois. Voilà pour les enfants de Sainte Marguerite. Et ensuite, hop. Alors ça aussi c'est drôle, c'est dans, comment dire, c'est déjanté aussi, ça va dans tous les sens, les personnages ils sont rigolos, ils font un peu n'importe quoi, enfin c'est une espèce d'ambiance aussi très très foisonnante, il se passe encore plus de trucs que dans les enfants de Sainte Marguerite parce que c'est un plus gros bouquin, il y a plein de péripéties. On est dans le Japon médiéval, je ne saurais pas vous dire quelle époque, hein, honnêtement, je suis très nulle en histoire. Et c'est on va suivre un teinturier qui a une petite affaire commerciale qui marche bien, mais sans être non plus un énorme truc. Et il va se retrouver un peu dans les problèmes jusqu'au cou parce que l'intendant général de sa région, donc qui chapeaute tout le commerce, s'éprend de sa fille Omiyo, dont il voudrait faire sa concubine. Et Moémon, le teinturier, n'a pas du tout envie de livrer sa fille à ce type, puisque il est peu recommandable, c'est un type lubrique, avare, qui est toujours fourré dans des mauvais coups, qui est méchant, enfin bon, il n'a pas du tout envie de laisser la prunelle de ses yeux entre les mains de ce mec. Et il va falloir qu'il trouve une solution puisque on peut quand même difficilement dire non à l'intendant général. Et ça tombe bien pour lui puisque la région où il habite est infestée de tanuki. Les tanuki, ce sont ces petites créatures, si vous avez vu le film d'animation Pompoko, vous voyez très bien de quoi je parle. Et sinon, imaginez-vous des gros et grands ratons laveurs avec une grosse bedaine qui sont très farceurs, qui passent leur temps à faire des blagues. Et ces tanuki, dans cette région-là, sont métamorphes. Ils passent leur temps à se transformer en objets du quotidien, en théière, en marmite, en louche, mais aussi en humain, et ça fiche un sacré bazar parmi les villageois qui n'en peuvent plus, qui essaient de s'en débarrasser par tous les moyens et qui n'y arrivent pas. Notre teinturier va faire appel à un tanuki pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas, et il va l'accueillir sous son toit, donc le tanuki va revêtir une forme humaine, et donc il va devenir le comptable du teinturier Moémon, et en même temps l'aider à embrouiller totalement l'intendant général pour qu'il renonce à son plan. Mais une difficulté n'arrivant pas seule, il y a un autre gros problème, c'est que le tanuki, donc on appellera Choucho, parce qu'il a plein de noms, mais on va l'appeler Choucho, ça va être plus simple, tombe fou amoureux de Omiyo, et Omiyo tombe folle amoureuse de Choucho. Mais un tanuki et une humaine ne pouvant pas se marier et encore moins avoir de relations charnelles sous peine tout simplement que l'humaine meurt sur le coup, et ben les deux jeunes gens sont complètement désespérés et Moémon en fait se retrouve dans encore plus de problèmes.
Il va donc falloir trouver une solution puisque il faut absolument que ces deux jeunes gens puissent vivre leur amour. Et bref, et voilà, et en fait il va se passer plein de trucs et on va s'arrêter là parce que si j'essaie de vous résumer encore plus loin, je vais m'embrouiller totalement parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Petite astuce, si vous voulez lire ce livre, faites comme moi une anti-sèche. Moi j'avais pris un petit bout de papier et j'avais noté les noms des personnages et leurs fonctions, puisque ce sont des noms japonais, donc moi j'ai une mauvaise mémoire des noms déjà en français, alors en japonais je vous raconte pas. Et ça permet de pas être trop embrouillé dans le texte et de savoir rapidement qui est qui. D'autant qu'il y a des personnages qui ont 2 noms, voire 3. Voilà. Mais sinon, vraiment, vous laissez pas rebuter par cette difficulté. C'est très drôle, c'est complètement délirant. Et pour peu qu'on se concentre un tout petit peu, on passe un très très bon moment. Et vraiment, il se passe énormément de trucs. Voilà. On s'arrête là pour ce livre-là, sinon je risque de me répéter. Vous voyez, je fais des efforts, j'essaye. On passe ensuite à Conque de Perrine Tripier. Normalement, il y a une belle illustration là, mais bon, ça c'est le service de presse, donc j'ai pas eu le petit bandeau. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà eu envie de lire Perrine Tripier avec son premier livre qui s'appelait Les Guerres Précieuses, je crois, qui avait l'air très très bien. Je l'avais feuilleté un petit peu, j'étais tombée sur des phrases que j'avais trouvées hyper poétiques, et puis bah finalement, j'ai pas eu le temps, donc je l'ai pas fait. Mais je me suis dit, bon, ok, quand elle ressort quelque chose, je le lis. Et donc, elle a sorti son 2e roman. Il faut savoir que c'est une autrice qui est assez jeune, je crois qu'elle a même pas 30 ans. Et ce que je dis souvent à mes clients en librairie, c'est que si elle écrit comme ça, à même pas 30 ans, j'ai très hâte de voir comment son écriture va évoluer par la suite, parce que ça ne peut être qu'encore mieux, et c'est déjà assez formidable. Là, c'est un livre qui va nous parler de tyrannie, de réécriture de l'histoire selon ce qui arrange le dirigeant du moment, de falsification de la vérité historique au profit d'une envie de célébrer une certaine idée de la nation voilà, de s'arranger avec la vérité historique pour qu'elle reflète ce qu'on veut en faire nous politiquement. On est dans une ville côtière, on ne sait pas trop où ça se passe, c'est une ville imaginaire, et des architectes ont mis à jour des vestiges en creusant comme ça, ils ont eu un instinct, ils ont creusé près de la plage sur une dune, et ils ont mis à jour des vestiges impressionnants d'une civilisation qui semble être les Mormondes, donc la civilisation qui a vécu 10 siècles avant le peuple qui est en place actuellement. Le souverain est absolument ravi, je crois qu'il est empereur, absolument ravi puisque en fait il se dit que c'est absolument formidable, que c'est une façon de fédérer le peuple autour d'une très bonne nouvelle, la découverte de leurs ancêtres. On va pouvoir se réapproprier cette histoire, découvrir comment ils vivaient et célébrer leur grandeur qui est aussi qui dépeint sur lui et sur son peuple actuellement. Et donc il lève plein d'argent public, il sollicite les meilleurs architectes, les meilleurs historiens, et le chantier des fouilles commence. Il va demander à une historienne de rédiger les bulletins hebdomadaires dans la presse pour tenir au courant la population de l'avancée de ces fouilles. Et alors évidemment, son but clairement assumé, c'est qu'il faut créer l'engouement chez le peuple, il faut rendre ça passionnant, haletant, comme une espèce de saga, et puis évidemment il faut propager des bonnes nouvelles, donc tout ce qu'on trouve d'extraordinaire au niveau de la culture, de la religion, de la façon de célébrer, de guerroyer, d'enterrer ses morts, etc. Tout doit devenir une saga, tout doit devenir un roman pour passionner le peuple. Donc au début, notre historienne, elle est ravie, c'est le chantier de sa vie, elle est hyper enthousiaste. Et bien à un moment, son enthousiasme va se retrouver fortement mis à mal par une découverte en particulier qui va l'obliger à relire l'histoire de ce peuple d'une toute autre manière. Sauf que, en fait, elle ne sait pas si elle sera autorisée à dire la vérité, puisque ça pourrait fortement contredire la volonté de l'empereur, et voilà, elle n'est pas sûre qu'on lui laissera la liberté tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est un roman qui fait beaucoup écho en fait non seulement à plein d'autres œuvres qui parlent de la réécriture de l'histoire, mais aussi à des épisodes en fait de politique contemporain où on manipule complètement l'information histoire de faire passer le message qu'on veut au détriment
juste des preuves évidentes qu'on a sous les yeux et des liens logiques qu'on peut faire. Voilà, je vais pas en parler trop longtemps non plus, mais j'ai trouvé au niveau du style que c'était super maîtrisé. Il y a vraiment des belles phrases, c'est élégant. J'adore son style, je vous invite à la découvrir, à vous plonger dedans pour ça. Elle écrit très très bien, elle est très inspirée. Et ouais, vraiment, ça fait totalement écho à des œuvres dystopiques ou à la réalité. Donc ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel sur les dérives possibles quand on en vient à l'écriture de l'histoire et à la glorification de ses ancêtres. Voilà pour Conque de Perrine Tripier. Ensuite, alors ça c'est le dernier que j'ai lu, je l'ai fini ce matin, donc il est encore assez frais dans ma tête. C'est très joli. C'est très très joli. Un jardin pour royaume de Gwenaëlle Robert. Il y a un côté hyper mélancolique et nostalgique dans ce texte. Ça parle de la fin de l'enfance et de la fin des utopies familiales. On a 3 récits entremêlés à 3 époques. Le récit de la narratrice de nos jours qui est en gros chagrin, en grosse détresse, puisque tous ses enfants ont désormais quitté le nid. La petite dernière vient de partir faire ses études ailleurs, et elle se sent vide, elle a l'impression de ne plus servir à rien, alors qu'elle a été une maman occupée par le bien-être de ses enfants 24 heures sur 24 pendant 20 ans. Et là, en fait, elle a l'impression d'être une reine qui erre dans un royaume en ruine et qui n'a plus rien qui lui occupe l'esprit. Donc elle se sent assez mal et en fait ça va lui amener plein de réflexions, notamment sur la façon dont elle a vécu sa propre enfance. Et là donc c'est la deuxième période où on va voir un peu comment elle a vécu une enfance assez idyllique à la campagne, dans un petit village tout perdu, qui n'était même pas sur les cartes, mais qu'elle considérait comme vraiment une sorte de paradis, d'Arcadie. Ses parents étaient 2 idéalistes qui voulaient fuir la ville, qui n'en pouvaient plus du bruit, du béton, et qui avaient envie d'élever leurs enfants selon les principes de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, donc très très libre, avec vraiment le loisir de vagabonder dans la nature toute la journée, une éducation qui privilégie la curiosité, l'autonomie. Et donc ça, c'était ce qu'ils voulaient créer comme petite utopie pour leurs enfants, ce qu'ils ont fait pendant des années. Et la 3e époque, on va repartir encore plus loin alors là, bon, les dates. Fin 18e, il me semble. Fin 18e, où, donc non loin du village où elle a vécu avec ses parents, plusieurs siècles auparavant, vivait le marquis de Girardin, qui était lui aussi un utopiste, qui avait des rêves d'égalité, de liberté entre les hommes, et qui, sur ses terres, donc sur son manoir et le parc attenant, avait voulu recréer une espèce de village utopique comme ça, où avec une priorité donnée à la beauté, la poésie de la nature, l'esthétique. Donc on était dans un espèce de jardin vraiment magnifique, foisonnant, avec des statues, des petits mausolées, des petits monuments, tout ça rappelant un peu l'Antiquité grecque, où les uns et les autres étaient libres d'aller et venir comme ils voulaient. Enfin, voilà, il avait vraiment essayé de recréer une espèce de petit cocon idéal. Et en fait, à ces 3 époques-là, pour tous ces personnages, il y a un moment où la dure réalité est venue se fracasser contre leur utopie, contre leur idéal, et ça a été un moment très difficile à vivre. Je vous en dis pas trop parce que le roman est court en fait, donc c'est pas la peine de trop s'étendre, mais c'est vraiment, ça parle de ça parle de la fin des illusions, et de à quel point ça peut être difficile quand on y a cru, quand on a cru vivre dans un rêve, quand on a tout fait pour faire vivre ce rêve et pour le partager avec les autres. Comment ça se passe quand eh bien finalement tout s'écroule et la bulle éclate et qu'on est obligé de faire face à la réalité. C'est très touchant. Moi, ça m'a vraiment touchée beaucoup aussi parce que j'ai été élevée à la campagne. Et il y a plein de choses qui ont résonné avec ma propre histoire à moi. On n'a pas du tout eu les mêmes parents, mais il y a vraiment un truc sur la beauté de la campagne, de la vie dans la nature, où on écoute le chant des oiseaux, les animaux, etc. Cette campagne qui est petit à petit grignotée par la bétonisation, l'urbanisation. Enfin,
ça parle de ça également, et moi j'avoue ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais vraiment c'est très joli, je vous invite à le découvrir. Et les autres, j'en ai d'autres, mais je ne les ai pas ici. Alors attendez. Hop, tada, réapparition. Je les ai notés dans un petit carnet parce qu'il y en a que je n'ai plus. Donc je voudrais en parler, mais je ne peux pas les montrer. Alors, oui, il y en a un que j'ai vraiment adoré, ça fait partie de mes préférés. C'est La Maison Dieu de Céline Laurens chez Albin Michel. Donc je mets une image ici pour vous montrer. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà la couverture m'a complètement attirée dès le début, je l'ai lu pour ça en fait, parce que je ne connaissais pas Céline Laurens, je ne sais pas, j'espère que j'écorche pas votre nom madame. C'est une histoire le récit s'ouvre sur une grande demeure bourgeoise qui vient d'être saccagée par le feu. On est au petit matin, l'incendie est presque éteint, les restes de la maison fument encore. Et tout le village est un peu choqué par cet incendie, puisque non seulement cette belle maison vient de voler en miettes, mais à l'intérieur vivait un couple assez énigmatique qui intriguait quand même beaucoup ces villageois et qui décède dans l'incendie. Donc voilà, gros choc parmi la population. Et on va de chapitre en chapitre passer dans la tête de pas mal de personnages soit qui ont vécu dans cette demeure, soit qui ont vécu à côté. Donc le couple monsieur et madame, leurs enfants, la bonne, mais aussi donc les voisins, les gens du village qui ont quelque chose à raconter sur cette maison. Et on va essayer de comprendre les liens qui unissaient les uns et les autres, qu'est-ce qui se jouait entre ces gens, quelles émotions, quelles histoires, quels secrets aussi peut-être, et essayer d'en tirer une conclusion sur l'incendie, essayer de savoir si cet incendie était juste un accident ou s'il s'agit d'un incendie criminel. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages que j'ai trouvés très humains dans leur imperfection. En fait, ils sont touchants parce qu'ils ont tous des gros défauts, et notamment l'orgueil pour deux personnages principalement, des personnages très orgueilleux, mais en fait cet orgueil leur joue des tours. Et la vie ne leur a pas toujours souri, la vie n'a pas toujours été rose, et il y a certains de leurs rêves qui sont complètement partis en fumée et qui leur ont laissé des grosses blessures, des blessures d'ego, des grosses désillusions. Et en fait, chacun de ces personnages a comme ça un gros défaut ou une grosse bizarrerie qui les rend très humains et qui donne vraiment envie de s'y attacher. Donc ça c'est pareil, super découverte, je vous le conseille vraiment. Et j'ai noté aussi Palais de Verre de Mariette Navarro, qui est, alors je crois que c'est les éditions Kidam, mais à vérifier, je ne sais plus. Pareil, je le mets là. Et ça c'est un super joli texte sur la... Faut pas que j'en dise trop, parce qu'il est vraiment très court, donc limite il faut que je vous révèle rien du tout à part les premières pages. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans une entreprise, grosse entreprise, et qui, un après-midi, se lève de réunion. Elle n'en peut plus, elle part, elle laisse ses collègues en plan, et elle va se réfugier sur le toit de l'entreprise pour souffler un peu, voilà, ne plus voir personne, réfléchir, être un peu dans sa solitude, parce que elle pète un câble, en gros, elle a vraiment besoin de ça. Et ben en fait, je pense que je vais pas vous révéler grand chose de plus. Elle va passer la nuit sur ce toit. Et au matin, lorsqu'elle va se réveiller, tout va avoir changé. C'est un beau texte sur le surmenage, le burn-out, les ravages que peut faire un quotidien quand on a un métier qui n'a aucun sens pour nous. Et voilà, et de tout ce que ça peut produire, et sur le physique et sur la psyché. Et c'est tout. En fait, c'est tout ce que je vous dirais, à part que c'est magnifiquement écrit avec vraiment des métaphores et des images très bien trouvées et plusieurs niveaux de lecture. Et du coup, c'est à vous aussi de vous faire votre propre interprétation sur ce texte. Moi, j'aime toujours beaucoup les textes qui nous proposent ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose dans mon petit carnet.
Mais non, a priori, c'est tout bon. Donc voilà pour les livres, les premiers livres de la rentrée littéraire, les premiers coups de cœur que j'ai eus. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de les découvrir. Ils sont, moi, ça m'a vraiment procuré de très très belles émotions. Merci aux éditeurs qui m'ont envoyé des services de presse. Pour la plupart, c'était des services de presse et puis il y en a d'autres que j'ai emprunté à la librairie, mais merci beaucoup parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir les textes en avant-première et voilà, ça nous fait de très très belles découvertes. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais piapiater et me répéter. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi à ne pas faire une vidéo trop longue. Bravo. J'y arrive de mieux en mieux. Je vais essayer de faire mieux à chaque fois. Et je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes lectures. Salut!